Incroyable! Un espion a tenté d'empoisonner Ibrahim Traoré, mais vous ne croirez jamais la suite. Tout a commencé avec une simple tasse de thé en céramique, le genre offert aux invités lors des réunions, un symbole de respect silencieux. Mais celle-ci a failli porter la mort. Le président Ibrahim Traoré se trouvait en réunion privée sur une base militaire à l'extérieur d'Ouagadougou. Rien d'extraordinaire, juste un rassemblement discret d'officiers supérieurs et de conseillers pour discuter de la logistique d'une opération à venir dans l'Est. L'ambiance était calme, décontractée, presque banale. Ils étaient assis en cercle sous un manguier. Des tasses de thé chaud et épicé furent servies par un soldat en uniforme. Traoré prit la tasse avec un sourire, inclina la tête en signe de remerciement mais s'arrêta. Il ne but pas. Son regard se posa sur le serveur, un jeune homme au visage inconnu, nerveux, tenant la tasse à deux mains comme si elle était en verre. De l'autre côté du cercle, le colonel Yaya Konaté, un officier expérimenté connu pour son esprit vif et son regard glacial, avala une gorgée de thé, presque trop rapidement. Il fixa le président et dit « Veuillez boire, monsieur, le thé est meilleur frais. » Mais Traoré ne bougea pas. Il sourit, puis posa lentement la tasse sur une petite table en bois à côté de lui. L'atmosphère changea subtilement, imperceptible, pour un œil non averti. Pourtant, le capitaine Zongo, assis au fond comme à son habitude, capta le signal. Traoré, formé par les épreuves, savait reconnaître l'odeur de la trahison. 2 heures plus tôt, au palais, il avait reçu une note anonyme laissée sur son bureau pendant une réunion. « Surveillez votre thé aujourd'hui. Ils testeront votre confiance. » Aucun nom, aucun indice, juste cet avertissement. Il ne l'ignora pas. Au contraire, il suivit le programme, se rendit à la base, s'assit parmi des hommes qu'il connaissait depuis des années et attendit que quelqu'un trahisse sa main. Alors que la tasse intacte reposait sur la table, une tension palpable s'installa. Traoré fixa le colonel Konaté et déclara « Vous savez, je trouve fascinant de voir combien de choses peuvent te cacher dans une simple tasse. » Konaté esquissa un sourire crispé. « C'est la beauté du thé, monsieur. Ou peut-être son danger, » répondit-il. « Justement, » rétorqua Traoré. Il se leva lentement. Le ton de la réunion bascula. Le président Ibrahim Traoré se tenait droit, les mains derrière le dos, les yeux rivés sur Konaté. Tous les autres se figèrent. L'air devint lourd. Même les oiseaux à proximité semblèrent se taire, comme s'ils attendaient la suite. Traoré ne haussa pas la voix. Il ne fit pas de discours. Il posa simplement une question, calme mais tranchante comme une lame. « Colonel, faites-vous confiance à ceux qui ont servi ce thé ?» Konaté cligna des yeux. Ses lèvres se pincèrent. « Bien sûr, monsieur le président, » répondit-il. Traoré se tourna vers un assistant et désigna la tasse intacte. « Alors, s'il vous plaît, buvez la mienne. » L'assistant tendit la main, confus. Les yeux de Konaté s'écarquillèrent. « Non, attendez, » dit-il précipitamment. « Nous ne voulons pas mélanger les tasses. Question d'hygiène. » Traoré leva la main. « Hygiène, colonel, ou poison ?» Un silence glacial s'abattit sur le cercle d'officiers. On n'entendait plus que le bruissement du vent dans les arbres. Konaté tenta de se reprendre. « Monsieur le Président, je vous assure que personne ici ne... » Mais Traoré s'éloignait déjà de la table. Il sortit un petit talkie-walkie et prononça 2 mots. « Amenez-le. » En quelques secondes, 2 soldats apparurent, escortant le jeune serveur. Le soldat, en uniforme simple, les mains liées dans le dos, semblait terrifié, sa bouche tremblante. Un garde du corps du président déposa une petite pochette sur la table. À l'intérieur, une minuscule fiole en plastique, trouvée cachée dans la chaussette du serveur. L'étiquette indiquait, en petites lettres, VXT42, une neurotoxine à action lente, capable de tuer en quelques minutes, incolore, insipide, inodore, et destinée aux lions du Burkina Faso. Traoré se tourna vers les officiers. « J'ai conduit des soldats dans de vraies batailles, » dit-il calmement, « et j'ai enterré des frères. Mais cette trahison, venue de l'intérieur, de notre maison est pire que n'importe quel ennemi. » Puis il fixa à nouveau Konaté. « Vous m'avez invité ici. Vous avez organisé le thé, et vous m'avez pressé de boire en premier. » Konaté se leva, le visage blême. « C'est de la folie, balbutia-t-il. » Mais le capitaine Zongo agissait déjà. En quelques secondes, Konaté fut encerclé. Traoré s'approcha,
face à face. Vous pensiez que je ne le sentirais pas, colonel? Vous croyiez que je suis arrivé jusqu'ici en buvant chaque tasse qu'on me tendait? Konaté resta muet. Traoré se pencha légèrement. Des hommes comme vous ne veulent pas que le pouvoir serve. Vous voulez qu'il se vende. Puis il donna l'ordre. Emmenez-le. Pas d'arrestation publique, pas de spectacle. Juste le silence. Pendant que Konaté était conduit hors de la pièce, les autres officiers restaient figés, incrédules. Le poison avait échoué, mais le message était clair. Le lion avait été testé, et il n'avait pas cédé. Au palais, le traître fut enfermé dans une cellule souterraine, froide, où les murs entendent tout mais ne parlent jamais. Konaté refusa de parler. Il jura n'avoir aucun lien avec le jeune serveur, prétendit ignorer l'existence du poison, clama qu'il était piégé. Mais Traoré ne se laissait pas impressionner par les excuses. Il croyait aux preuves. Le capitaine Zongo entra dans la salle d'interrogatoire avec un petit carnet noir, retrouvé dans le sac du serveur. « Voici votre écriture », dit-il à Konaté. « Nous avons vérifié. » Les pages contenaient des noms codés, des dates de réunion, des listes de paiement. Une transaction importante avait eu lieu quelques jours avant la tentative d'empoisonnement. Un nom revenait sans cesse. Le chacal. Derrière une vitre sans teint, Traoré observait. Il se tourna vers son assistant et demanda « Ce nom, l'avons-nous déjà entendu ?» L'assistant hocha la tête. « Oui, monsieur. Il est apparu dans un appel intercepté il y a 3 mois, lié à des renseignements étrangers. » L'expression de Traoré se durcit. Donc, ça va au-delà de Konaté. Ce n'était pas un loup solitaire. Une main plus grande se cachait derrière cette tasse. Plus tard, dans la soirée, Traoré convoqua une réunion d'urgence, discrète, avec ses hommes de confiance, dont Zongo, 2 officiers du contre-espionnage et un expert en cybersécurité, ayant travaillé sur le décodage de fichiers lors d'une précédente tentative de coup d'État, étaient présents. Ils se réunirent dans une salle de guerre souterraine. Zongo posa le carnet sur la table. Ce nom, le chacal, c'est lui qui tire les ficelles. Le soldat n'était qu'un pion. Konaté était le livreur. Traoré hocha la tête. Ce qu'il nous faut, c'est la source. L'expert en cybersécurité se mit au travail, croisant enregistrements téléphoniques, traces numériques et signaux satellites. La plupart des pistes avaient été effacées, mais un message ressortait. Il provenait d'un téléphone jetable, utilisé une seule fois. Le texte disait « Pour la tasse de main, il ne verra rien. Envoyé depuis un lieu à moins de 2 kilomètres, du consulat de France à Ouagadougou. » Zongo leva les yeux. Il est toujours là. Traoré croisa les bras. S'il se cache dans cette ville, nous ne chassons pas un fantôme, nous chassons un homme. Et la chasse ne fait que commencer. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter un colonel corrompu, mais de traquer l'homme derrière tout cela. Le chacal, une ombre sans visage. Traoré ne comptait pas attendre une nouvelle attaque. Il frapperait le premier. L'expert en cybersécurité remonta le signal du téléphone jetable jusqu'à un immeuble de luxe dans le quartier Ouaga 2000. Un secteur discret, prisé des diplomates, hommes d'affaires, étrangers et humanitaires. Le bâtiment sans caméra dans les couloirs était trop bien choisi. Ce chacal a des protections, murmura Zongo. Il sait se cacher. Traoré se pencha sur la table de la salle de guerre. Alors, nous ne le cherchons pas comme des soldats, nous le débusquons comme un voleur. Il approuva un plan discret, opération glaciale. Pas d'uniforme, pas de sirène, pas d'annonce. Juste des ombres surveillant. Des observateurs furent postés autour de l'immeuble, déguisés en nettoyeurs, vendeurs de fruits, livreurs. Un soldat, se faisant passer pour un réparateur, installa de minuscules caméras dans les couloirs et les bouches d'aération. Le 3e jour, ils le repérèrent. Un homme grand à la mâchoire anguleuse, portant des lunettes noires et un chapeau toujours impeccable. Il ne correspondait à aucun membre officiel du personnel de l'ambassade, mais possédait une clé de l'appartement 3B, liée au signal du téléphone. Il évitait de sortir à heure fixe, changeait de voiture à chaque fois. Mais il commit une erreur. Il commanda de la nourriture. Traoré sourit en l'apprenant. Bien,
livrons-la nous-mêmes. Ce soir-là, Zongo, déguisé en livreur, un sac de nourriture dans une main, un dispositif d'écoute dans l'autre, se présenta. Lorsque la porte s'ouvrit, l'homme le dévisagea, froid, silencieux. Il paya en espèces, prit la nourriture et referma. Mais c'était suffisant. L'appareil enregistra sa voix, ses mouvements, sa démarche. De retour dans la salle de guerre, la voix fut analysée par un logiciel. Une correspondance apparut. Alexandre Morel, un officier de renseignement français, officiellement à la retraite, mais connu dans les cercles secrets sous le nom de « Le Chacal ». C'était lui, l'homme qui avait ordonné l'assassinat d'Ibrahim Traoré autour d'une tasse de thé. L'arrêter ne serait pas simple. Sans immunité diplomatique, Morel restait insaisissable. Une capture publique risquait de provoquer des accusations de kidnapping de la part de puissances étrangères. Une perquisition de l'appartement et il disparaîtrait en quelques secondes. Traoré réfléchit longuement, puis déclara « Donnons-lui ce qu'il veut ». Zongo haussa un sourcil. « Monsieur, disons que j'organise un dîner privé », répondit Traoré. Quelques invités triés sur le volet. Il tentera à nouveau. Zongo hocha lentement la tête. Le piège était tendu. Traoré annonça un dîner discret de haut niveau dans la villa présidentielle. Quelques invités de confiance, pas de presse, pas de liste publique. La rumeur fut savamment distillée, juste assez pour atteindre les bonnes oreilles. Zongo et son équipe surveillèrent de l'appartement 3B. Morel ne sortit pas, mais son téléphone s'activa. Un nouveau numéro jetable envoya un message à travers la ville. Une nouvelle tentative se préparait. Mais cette fois, Traoré n'était pas la cible. Il était le chasseur. Dans la cuisine du palais, l'équipe de restauration fut remplacée par des agents du contre-espionnage déguisés en chefs. Chaque ustensile, chaque plat, chaque tasse fut inspecté, marqué. Des micros furent dissimulés sous la table, dans les vases, même dans les salières. Rien ne passerait inaperçu. À 19h30, le dîner commença. 4 invités, tous loyaux et informés de la mission, étaient assis à la table. Traoré, à la tête, portait une tunique traditionnelle, loin de l'uniforme militaire, pour ne pas ressembler à une cible. Zongo, dans la salle de surveillance, scrutait les écrans. « Aucun mouvement à l'appartement 3B, murmura-t-il. Aucune brèche détectée. » Puis, cela arriva. Un serveur entra avec un plateau de boissons. Il n'était pas des leurs. Zongo se redressa. « Qui est-ce ? Ce n'est pas un de nos hommes. » Les caméras zoomèrent. L'homme, calme, avait la main droite, légèrement tremblante. Il posa le plateau et recula. Traoré leva son verre mais ne but pas. Il fixa l'homme dans les yeux. « Voulez-vous partager un verre avec votre président ?» L'homme hésita. Traoré se leva lentement. « Tu cours depuis longtemps, Alexandre, mais tu as fait une erreur. » La pièce s'anima soudain. Les chaises grincèrent. Les gardes surgirent. L'homme tenta de sortir une petite épingle de sa manche, mais Zongo fut plus rapide. En quelques secondes, il était plaqué au sol. « Pas d'armes, » dit Traoré en s'approchant. « Juste du poison encore. » Il fixa Morel, le chacal dont le visage était crispé de rage. « Tu t'es fait des ennemis que tu ne peux pas combattre, » siffla-t-il. Traoré s'accroupit près de lui. « Je ne les combattrai pas. Je leur survivrai. » Il se releva et ordonna. « Pas de presse, pas de défilé. Emmenez-le ce soir dans la cellule la plus profonde que nous ayons. Ce n'est pas un spectacle, c'est un message. » À travers Ouagadougou, rien ne semblait changer, mais un événement majeur venait de se produire. Une seconde tentative d'assassinat contre le président avait échoué. L'homme derrière tout cela était réduit au silence. Mais Traoré savait que ce n'était pas fini. Il comprenait que ce n'était pas qu'une question de poison ou de politique, mais un avertissement. Quelqu'un était prêt à tuer pour le pouvoir. Désormais, il savait que Traoré ne buvait jamais sans vérifier le contenu de sa tasse. Le silence après la tempête était presque plus assourdissant que la tempête elle-même. Aucune annonce, aucune photo divulguée. Le chacal, le fantôme derrière le poison, avait disparu dans un cachot si profond que le monde ne le retrouverait jamais. Mais Traoré restait vigilant. Il savait que le danger persistait. Le lendemain matin, seul dans son bureau,
Il tenait la tasse en céramique de la première tentative, lavée, vide, mais lourde de sens. Il pensait aux jeunes soldats qui avaient porté le poison sans comprendre. Il pensait au colonel Konaté, autrefois, honorable, désormais enchaîné, attendant la justice. Et il pensait au peuple, aux millions qui lui faisaient confiance sans savoir combien de fois il avait frôlé la mort. On frappa à la porte. C'était Zongo. « Monsieur, l'Académie militaire est prête pour votre discours. » Traoré hocha la tête. Cet après-midi-là, il entra dans la cour de l'Académie militaire nationale du Burkina Faso. Des centaines de jeunes cadets se tenaient en formation, ayant entendu des rumeurs d'un événement grave sans en connaître les détails. Traoré monta sur l'estrade, un micro devant lui sans note, car il n'en avait pas besoin. Certains d'entre vous ne comprennent peut-être pas encore le poids de l'uniforme que vous portez, commença-t-il. Vous pensez qu'il vous donne du pouvoir, mais il vous donne des responsabilités. Il leva la tasse. Cette tasse a failli mettre fin à ma vie, non pas à cause du thé qu'elle contenait, mais à cause de la confiance que j'avais placée entre de mauvaises mains. Les cadets étaient figés, certains les yeux écarquillés, d'autres serrant les poings. Un jour, vous protégerez cette nation. Mais la protéger ne se limite pas à porter des armes. Il s'agit d'honneur, de savoir dire non, même quand l'argent est offert, même quand la pression vient de l'étranger. Il regarda les jeunes visages. Je n'ai pas survécu parce que je suis intelligent. J'ai survécu parce que je n'ai jamais oublié une vérité. Une nation n'est aussi forte que la loyauté de son plus humble garde. Il se tourna vers Zongo et leva la tasse en son honneur. Ce n'est plus un symbole de mort, mais de survie. Il la posa sur un piédestal de pierre près du drapeau de l'Académie. Qu'elle vous rappelle qu'un simple objet peut porter la trahison ou le courage. Choisissez ce que vous portez. Les cadets saluèrent. Quelques larmes furent discrètement essuyées. Ce soir-là, Traoré s'assit sur le toit du palais, regardant le soleil se coucher, ses couleurs saignant dans le ciel. Il savait que ce ne serait pas la dernière tentative. D'autres chacals, d'autres poisons viendraient. Mais à chaque fois, il serait prêt, non pas parce qu'il cherchait la guerre, mais parce qu'il préférait mourir debout plutôt que vivre, à genoux. La tasse ne fut ni exposée dans un musée ni gardée chez lui. Elle resta entre les mains de la nouvelle génération, un symbole de vigilance, de survie et de la détermination d'un homme à ne jamais se briser. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées en commentaire. Chaque mot compte, tout comme chaque voix. À la prochaine.